Oui, j'ai couché avec lui et je ne regrette absolument rien, a dit ma femme avec un sourire sarcastique, abandonnant notre dîner d'anniversaire à ses côtés. Je n'ai fait que rire, car je savais que la livraison du lendemain serait un choc monumental, quelque chose que je préparais depuis longtemps. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si vous le pouvez et de vous abonner pour m'aider à continuer à apporter plus d'histoires. C'est parti pour la vidéo. 5 ans de mariage, et justement le jour de notre anniversaire, Sarah a choisi le Mistral, l'un des restaurants les plus sophistiqués de Boston, pour lâcher la bombe qui allait détruire notre vie commune. J'aurais dû être anéanti. J'aurais dû perdre le contrôle, faire une scène. Mais non. Je suis resté calme, découpant une nouvelle bouchée du saumon parfaitement préparé, tandis qu'elle restait debout, accompagnée de Fred, mon associé en affaires, attendant avec impatience que je m'effondre. « Tu ne vas même pas te battre pour moi » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la salle et attirant l'attention des autres clients. Je levai les yeux de mon assiette et la fixai avec la tranquillité que seuls des mois de préparation pouvaient apporter. Pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui avait déjà fait son choix? Mais Sarah, tu vas être très surprise par la livraison de demain. Fred paraissait mal à l'aise à ses côtés, se demandant sûrement pourquoi je ne réagissais pas comme le mari dévasté qu'il espérait voir. Quelle livraison, insista Sarah. Mais je retournai simplement à mon dîner, les rejetant tous deux avec l'indifférence de quelqu'un qui attendait précisément ce moment. Ils partirent ensemble et le bruit sec des talons de Sarah frappant le marbre résonna dans le restaurant. Moi, en revanche, j'ai terminé mon repas seul, célébrant en silence le fait d'avoir transféré toutes nos parts de l'entreprise commune sur mes comptes personnels quelques heures plus tôt. Les caméras cachées que j'avais installées dans notre bureau 3 mois auparavant avaient tout enregistré. Chaque baiser volé, chaque plan chuchoté, chaque preuve confirmant ce que je soupçonnais déjà depuis que j'avais remarqué l'intérêt soudain de Sarah pour le travail tardif et les « rendez-vous stratégiques » de Fred pour des réunions privées. J'ai payé l'addition avec une carte que Sarah n'avait jamais connue. Je suis sorti vers ma voiture avec la satisfaction de voir mon plan commencer à porter ses fruits et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère Mike à Cambridge, où je logeais déjà depuis une semaine. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Mike en m'accueillant à la porte. Je n'ai pas pu retenir mon sourire. Exactement comme prévu. Elle est tombée droit dans le piège. Maintenant, on passe à la deuxième phase. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message que j'avais rédigé des mois plus tôt, prêt à être envoyé à notre avocate dès le lendemain matin. Hélène va adorer ça. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, et Sarah vient de me donner la pièce finale, une confession devant témoin. Mike secoua la tête, impressionné. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies vu ça venir d'aussi loin. Mais je l'avais vu. J'avais senti les changements subtils dans son comportement, la manière dont elle traitait désormais notre mariage comme un contrat d'affaires prêt à être rompu dès qu'une meilleure offre apparaîtrait. Et en tant que consultant en marketing, j'ai répondu de la seule manière que je connaissais, par la recherche, la documentation et une stratégie pour me protéger quand l'inévitable se produirait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et montré à Mike le dossier numérique que j'avais construit comme un procureur, montant un dossier contre le crime organisé. Les photos de l'enquêteur privé que j'avais engagé montraient Sarah et Fred lors de rendez-vous au Fairmont Copley Plaza, au Four Seasons, dans 3 hôtels-boutiques différents à Cambridge. Chaque rencontre soigneusement horodatée, comme si c'était destiné à un tribunal. « Mon Dieu, Nathan, tu as vraiment tout » murmura Mike alors que je faisais défiler des dossiers classés par date et par lieu, remplis d'enregistrements téléphoniques, de reçus d'hôtels et d'extraits du compte de Fred, auquel j'avais accès grâce à notre partenariat. J'ai cliqué sur un autre dossier, révélant des transcriptions de conversations enregistrées grâce au mouchard que j'avais installé sur le téléphone de Sarah pendant l'une de ses longues douches. Des conversations où les deux ne parlaient pas seulement de leurs aventures sexuelles, mais aussi de la façon dont ils prévoyaient de m'évincer de la société de conseil dès qu'ils rendraient leurs relations publiques. « Écoute ça, mardi dernier », dis-je en lançant un fichier audio. La voix de Sarah, riant de ma naïveté, disant qu'il serait facile de prendre la moitié de mes biens lors du divorce, pendant que Fred promettait qu'en 6 mois ils dirigeraient l'entreprise ensemble. Mais ce qui fit tomber la mâchoire de Mike, ce fut d'entendre Fred détailler son plan pour détourner l'argent des clients à travers de fausses factures, des fonds qu'il transférait déjà vers un compte secret destiné à financer son avenir avec ma femme. Je traque chaque transaction depuis 3 mois, expliquai-je en montrant des tableurs si minutieux qu'ils feraient sourire n'importe quel expert comptable judiciaire de satisfaction. Fred avait déjà détourné plus de 200 000 $,
et Sarah était au courant de chaque centime, car elle-même aidait à falsifier la documentation. Mon téléphone vibra encore, un nouvel appel désespéré de Sarah, le 7e en 2 heures, que j'ai évidemment ignoré. À la place, j'ai composé le numéro de Hélène, mon avocate spécialisée en divorce, que j'avais engagée discrètement 6 semaines plus tôt. Hélène, c'est Nathan. Le piège a fonctionné à la perfection. Elle a avoué en public et j'ai tout documenté, exactement comme prévu. Le rire de Hélène fut tranchant, rempli de satisfaction. Nathan, avec des preuves aussi complètes, elle aura de la chance si elle repart seulement avec la voiture. Envoie-moi tout ce soir. Nous déposons la demande dès demain matin. À peine avais-je raccroché que Mike posa la question que j'attendais. Et cette livraison dont tu as parlé à Sarah? Je souris et ouvris mon navigateur, lui montrant la confirmation d'un envoi express que j'avais programmé des semaines auparavant. Des paquets de preuves étaient déjà en route vers ses parents, sa sœur, son patron à l'institut de charité où elle faisait du bénévolat, et vers 10 de nos plus gros clients. Tous devaient savoir exactement à quel genre de personnes ils confiaient leur budget marketing. Mike resta bouche bée devant les étiquettes d'expédition. Tu es en train de détruire la carrière des deux en même temps. Mais je ne détruisais rien. Je ne faisais que révéler la vérité qu'ils avaient tenté de cacher à tout prix. La même vérité qui ressortait des messages supprimés de Sarah, que j'avais récupérés grâce à un logiciel dont elle n'imaginait même pas l'existence. Chaque message était une pièce du puzzle, menant à quelque chose de bien plus grand qu'une simple trahison, fraude, détournement de fonds et complot pour voler le travail de toute une vie. Le plus beau dans tout ça, poursuivis-je, c'est que Sarah n'a aucune idée qu'aujourd'hui j'ai gelé nos comptes conjoints, annulé ses cartes de crédit à distance et transféré tous les contrats de l'entreprise vers ma LLC personnelle, où elle n'a aucun droit légal. Ce soir-là, alors qu'elle célébrait probablement sa liberté avec Fred dans un hôtel choisi pour fêter leur « victoire », elle aurait l'amère surprise de découvrir que le filet de sécurité financière avait disparu, la plongeant dans une réalité pour laquelle elle n'était absolument pas préparée. Je me suis levé tôt le lendemain et j'ai commencé à exécuter la phase de destruction professionnelle de mon plan avec la précision d'une opération militaire. Mon premier appel fut pour la cellule de dénonciation de fraude de l'IRS. J'ai présenté une documentation détaillée du système d'évasion fiscale de Fred, incluant des relevés bancaires prouvant des revenus non déclarés issus de détournements de fonds et de fausses notes de frais d'entreprise. Du matériel qui ferait saliver n'importe quel agent fédéral. Le dossier de preuve est en route vers vous, ai-je indiqué à l'agent, en observant mon dossier soigneusement préparé entré dans le système d'enquête fédéral, qui transformerait bientôt la vie de Fred en cauchemar. Mon deuxième appel fut pour Marcos Chen, PDG de notre plus gros client, une start-up technologique qui représentait 40% de notre chiffre d'affaires. Marcos, c'est Nathan. Je dois t'alerter de problèmes graves concernant mon associé, qui compromettent la sécurité de ton compte. En quelques minutes, je lui avais envoyé les preuves du détournement de Fred, accompagné de relevés montrant que des fonds clients avaient été transférés vers ses comptes personnels. Cela mit fin immédiatement à notre partenariat de 3 ans, avant qu'il ne puisse voler davantage. À 9 heures du matin, j'avais déjà contacté 8 autres grands clients avec des paquets similaires, observant en temps réel l'effondrement de notre société commune, contrats annulés, paiements suspendus, et Fred ne récoltant que des dettes juridiques et un réseau professionnel qui s'écroulait autour de lui. Pendant ce temps, Sarah commençait à goûter à l'amère saveur de l'indépendance financière. En essayant de payer la chambre d'hôtel avec Fred, elle vécut une scène humiliante à la réception du vesting. Mon ami David, directeur de l'hôtel, m'envoya un message amusé racontant que ses cartes de crédit avaient été refusées 3 fois, jusqu'à ce que Sarah appelle la banque et découvre que ses comptes étaient gelés pour enquête. Elle commença à hurler sur l'agent au téléphone, prétendant qu'il s'agissait d'un vol d'identité. David ajouta, et Fred a dû utiliser sa propre carte, qui fut aussi refusée, car, apparemment, ses comptes étaient déjà surveillés par les fédéraux. J'ai passé toute la matinée à contacter stratégiquement des figures importantes du secteur marketing de Boston, partageant des versions ciblées des preuves de détournement de Fred avec des leaders de la profession. Je savais que cette nouvelle se répandrait sur les réseaux professionnels plus vite qu'un ragot de lycée. À l'heure du déjeuner, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner, des collègues choqués m'appelaient, m'offrant leur soutien, tandis que la réputation de Fred se faisait méthodiquement démolir sur toutes les plateformes qui comptaient réellement. Sarah, de son côté, tenta de revenir à notre maison mitoyenne à Back Bay, près du Rio, vers midi, mais elle trouva les serrures changées et un avis légal collé sur la porte,
l'informant qu'elle n'était plus autorisée à entrer dans la propriété en raison de son implication dans des activités frauduleuses. La caméra de sécurité que j'avais installée enregistra Sarah s'effondrant en larmes sur les marches de notre maison, appelant mon portable sans arrêt, tandis que des passants observaient sa crise avec cette curiosité morbide typique des effondrements publics. « C'est mieux que n'importe quel film de vengeance », commenta Mike lorsque je lui montrai les images. Mais je n'étais pas intéressé par la vengeance. Ce que je voulais, c'était la justice. Et la justice signifiait que Sarah et Fred devaient affronter toutes les conséquences de leur choix. Le coup de grâce fut de révéler à Mike que depuis des semaines, je nourrissais Sarah de fausses informations à travers un email anonyme, lui faisant croire que j'avais une liaison avec mon assistante Sophia. Cela lui avait donné la justification morale dont elle avait besoin pour se jeter dans les bras de Fred sans culpabilité, tout en me fournissant des preuves précieuses de sa trahison préméditée, des preuves inestimables devant un tribunal. Ce soir-là, Sarah lança une campagne désespérée sur les réseaux sociaux, qui aurait pu être impressionnante si elle n'avait pas été si manifestement manipulatrice. Sur Facebook, elle me dépeignait comme un mari émotionnellement abusif qui l'avait poussée dans les bras d'un autre homme après des années de comportement contrôlant et de manipulation financière. Elle posta des photos soigneusement mises en scène, des larmes de crocodile et des légendes calculées pour susciter la sympathie de nos amis communs. J'attendis exactement 3 heures avant de lancer ma contre-attaque, un montage dévastateur d'audio que j'avais édité, où la propre voix de Sarah révélait ses plans pour s'emparer de mon argent, son mépris pour notre mariage et la stratégie détaillée pour m'accuser faussement d'abus afin de gagner du soutien pendant le divorce. Nathan n'a jamais été suffisant pour moi. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs, accompagnée des relevés d'horaires et du contexte. Je mérite quelqu'un qui me donne le style de vie que je veux, et si pour cela je dois le détruire, tant pis pour lui, il est trop naïf. La réponse fut immédiate et brutale. Des amis qui s'étaient précipités pour la défendre commencèrent à poster des commentaires confus et furieux, réalisant qu'ils avaient été manipulés pour soutenir quelqu'un qui avait fabriqué sa propre image de victime. Quelques minutes plus tard, Lisa, la meilleure amie de Sarah, m'appela. Sa voix tremblait de colère et d'incrédulité. « Nathan, pardonne-moi. Je n'avais aucune idée qu'elle était capable d'un tel niveau de fausseté. Je connais Sarah depuis la fac, je pensais savoir qui elle était. Entendre comment elle parle de toi m'a donné la nausée. » L'appel de Lisa fut suivi de 3 autres conversations avec des amis communs, tous choqués d'avoir cru à la version de Sarah. Ils voyaient désormais que les rôles de victime et d'agresseur étaient complètement inversés. De façon stratégique, je partageais avec la famille de Sarah des informations sur sa complicité financière. J'envoyais à ses parents et à sa sœur des preuves détaillées montrant comment elle utilisait l'argent de nos comptes conjoints pour financer ses escapades romantiques avec Fred, y compris des reçus de dîners coûteux et de séjours dans des hôtels payés avec mes cartes, alors qu'elle me disait travailler tard. Plus tard dans la soirée, sa sœur Jennifer m'appela en pleurs pour s'excuser d'avoir cru à l'histoire d'abus. Elle m'a demandé de mentir pour elle, confessa Jennifer. Elle voulait que je témoigne avoir vu des bleus sur ses bras, mais j'ai dit que je ne pouvais pas parce que ce n'était pas vrai. Maintenant je comprends pourquoi elle était si furieuse contre moi. Pendant ce temps, Fred se débattait pour contenir le désastre de sa réputation. Au fur et à mesure que les nouvelles de son détournement d'argent se répandaient dans la communauté des affaires de Boston comme un feu de broussailles, il tenta de me contacter par l'intermédiaire de 3 personnes différentes, allant même jusqu'à proposer de témoigner contre Sarah en échange que je ne poursuive pas d'accusations criminelles. Mais j'ignorais toutes ces tentatives. Je n'avais pas besoin de sa coopération pour les anéantir tous les deux. L'humiliation publique atteignit son apogée lorsque le Boston Business Journal publia en couverture un article sur le détournement de fonds dans les petites sociétés de conseil. L'article citait Fred comme le principal protagoniste du système et mentionnait Sarah nommément comme complice et conspiratrice. Je gardai ce coupure de presse comme souvenir du moment où leur trahison cessa d'être un secret et devint une vérité publique. Ainsi, tous nos cercles professionnels et sociaux sauraient exactement à qui ils avaient affaire chaque fois que les noms de Sarah et Fred seraient mentionnés. La tentative désespérée de Sarah de réagir survint 3 semaines plus tard, lorsqu'elle engagea Thomas Bradley, l'un des avocats spécialisés en divorce les plus agressifs de Boston, et menaça d'exiger la moitié de mes biens sous prétexte de sa contribution au mariage et à l'entreprise. J'ai presque ri lorsqu'Hélène me transmit la menace judiciaire, car Sarah n'avait aucune idée que j'avais déjà transféré la majorité de ma participation dans notre cabinet de conseil vers une LLC créée 2 mois plus tôt, avec Mike comme copropriétaire. Cela protégeait mes intérêts contre toute revendication qu'elle pourrait tenter dans la procédure de divorce.
Votre cliente semble opérer sous de nombreuses illusions concernant sa position légale, répondit Hélène à l'avocat Bradley, en joignant des documents prouvant qu'en réalité, c'était Sarah qui me devait de l'argent. Et pas une petite somme, tout était consigné, depuis sa participation au détournement de Fred jusqu'à l'utilisation de notre argent commun pour financer des voyages romantiques avec lui. Le regard de Sarah lorsqu'elle découvrit sa réalité financière pendant l'audience fut l'un des moments les plus gratifiants de tout mon parcours. Le contrôle qu'elle aimait tant exhiber se brisa devant moi. « Tu ne peux pas simplement tout m'enlever » cria-t-elle, le masque de froideur enfin tombait. « Je t'ai donné 5 ans de ma vie et tu vas me laisser sans rien. » Je la fixai calmement, sachant que mon téléphone enregistrait tout depuis avant la réunion. « Tu m'as donné 5 ans de mensonges, de vol et de trahison. Considère-toi chanceuse que je ne demande pas ta mise en examen pour ton implication dans le système de Fred. » Son avocat tenta d'intervenir, mais Sarah avait déjà perdu tout contrôle émotionnel. Sa voix résonnait dans les couloirs, révélant à tous sa véritable nature. « Je ne t'ai jamais aimé, » hurla-t-elle, confirmant ce que j'avais toujours su mais n'avais jamais entendu aussi explicitement. « Tu as toujours été juste l'option sûre, quelqu'un pour payer mes factures pendant que je découvrais ce que je voulais vraiment. Fred était tout ce que tu n'as jamais été, ambitieux, confiant, prêt à prendre des risques, au lieu de se cacher derrière ta petite vie de comptable peureux. L'ironie était énorme, elle me traitait de lâche alors qu'elle-même faisait face à de possibles accusations criminelles pour fraude financière. J'enregistrai chaque mot de son explosion, gardant ses preuves pour ce qui allait encore venir. J'ai ensuite remis à l'avocat une proposition d'accord bien plus généreuse que ce que Sarah méritait. Elle pouvait repartir avec ses effets personnels, sans poursuite pénale, à condition de signer le divorce et de renoncer à tout droit sur l'entreprise ou sur mes revenus futurs. C'est de l'extorsion, protesta Bradley. Non, répondis-je froidement en déposant le dossier de preuves sur la table. C'est de la clémence. Votre cliente a détourné plus de 200 000 $ de clients, utilisé l'argent du mariage pour entretenir une liaison et a même tenté d'incriminer son propre mari avec de fausses preuves d'abus. Elle devrait être reconnaissante d'avoir encore la possibilité de s'en sortir libre. Pendant ce temps, Fred avait déjà été arrêté la semaine précédente, après que les enquêteurs fédéraux eurent analysé toutes les preuves que je leur avais fournies. Il faisait désormais face à des accusations pouvant lui valoir de 3 à 5 ans de prison. J'observai par la fenêtre du tribunal lorsque Sarah réalisa que son complice n'était plus là pour la sauver. Elle était seule, acculée par ses propres choix. 2 jours plus tard, vint la révélation la plus terrifiante. Je m'assis avec Mike et lui expliquai que la liaison de Sarah avec Fred n'était que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, elle faisait partie d'un plan élaboré pour me détruire complètement, pas seulement mon mariage, mais aussi ma réputation, ma liberté et mon entreprise. Je lui montrai des enregistrements des caméras cachées que je n'avais encore jamais révélés. On y voyait Sarah, devant le miroir de notre salle de bain, s'exerçant à pleurer, appliquant du maquillage pour simuler des ecchymoses, jouant de faux appels désespérés à la police. « Mon Dieu, Nathan !» murmura Mike, horrifié, alors que nous regardions la scène où elle retournait des vêtements, mettait le désordre dans la chambre, fabriquant un décor digne d'un véritable cas de violence domestique. Elle planifiait de ruiner toute ma vie. Les caméras avaient tout enregistré, ses recherches sur les lois relatives à la violence domestique, ses impressions de faux certificats médicaux, ses répétitions de témoignages comme victime devant le miroir. La liaison avec Fred, expliquai-je, n'était que la partie la plus visible et peut-être la moins dangereuse. Les messages entre eux révélaient le véritable objectif, choisir le moment idéal pour m'accuser faussement, obtenir un accès immédiat à nos comptes conjoints pendant que je serais empêtré dans une défense pénale, et prendre le contrôle de l'entreprise. La sœur de Sarah, Jennifer, avait refusé de participer à ce plan, ce qui expliquait la colère constante que Sarah manifestait envers sa propre famille. Mais cela ne l'avait pas empêché de croire qu'elle pourrait trouver d'autres personnes prêtes à soutenir sa narration inventée d'abus et de contrôle. L'enregistrement le plus perturbant montrait Sarah au téléphone avec quelqu'un que je n'ai pas pu identifier, discutant de la manière de rendre ses faux bleus suffisamment convaincants pour tromper à la fois la police et le personnel médical des urgences, afin qu'ils croient que je l'avais battu violemment. « Il faut que ça ait l'air crédible », disait-elle lors de l'appel. Parce qu'aussitôt que je déposerai plainte, j'aurai accès à tout, pendant qu'il sera occupé avec des avocats de la défense criminelle, à essayer de prouver son innocence. La livraison, dont j'avais parlé lors de notre dîner d'anniversaire ne se limitait pas aux preuves de sa liaison avec Fred. C'étaient des dossiers complets envoyés à ses parents, à son employeur et à plusieurs amis communs,
révélant non seulement la trahison, mais aussi son plan détaillé de commettre un parjure, de frauder l'assurance et de déposer de fausses plaintes à la police pour voler mon entreprise et détruire ma réputation. Le supérieur de Sarah, dans l'organisation à but non lucratif où elle faisait du bénévolat, m'appela personnellement après avoir reçu le dossier. Sa voix trahissait le choc et la déception. C'était horrible de découvrir que quelqu'un en qui nous avions confiance auprès de populations vulnérables envisageait de manipuler le système juridique conçu pour protéger de véritables victimes d'abus, dit-il. Peu après, il expliqua que le conseil d'administration avait voté à l'unanimité son éviction immédiate. C'est un risque inacceptable pour notre institution et pour les personnes que nous servons. Ses parents reçurent le dossier le plus complet, avec des enregistrements où l'on entendait Sarah rire en expliquant combien il serait facile de manipuler la police et les tribunaux pour les convaincre de sa mascarade de victime, ainsi que des preuves montrant qu'elle préparait cette mise en scène depuis des mois. Le tout alors qu'elle acceptait un soutien financier et émotionnel de sa famille, persuadée d'aider un mariage en crise. 6 mois après cette confrontation lors de notre dîner d'anniversaire, ma vie était méconnaissable. J'habitais un penthouse avec vue sur le port de Boston. Mon cabinet de conseil prospérait sans l'ingérence criminelle de Fred et mes comptes n'avaient jamais été aussi sains que durant ce mariage avec quelqu'un qui me traitait comme un distributeur automatique. Sarah, quant à elle, s'était réfugiée dans la petite maison de ses parents, à la campagne, dans le Maine, sans emploi et presque isolée socialement, après que tous ceux de son entourage eurent reçu les dossiers révélant qui elle était réellement. Pendant ce temps, Fred purgeait une peine de 4 ans dans une prison fédérale pour fraude et détournement de fonds. J'avais reconstruit ma base de clients à une vitesse record, en partie parce que la nouvelle de mon démantèlement chirurgical de 2 personnes qui avaient tenté de me détruire avait circulé dans la communauté d'affaires de Boston. Cela m'avait donné la réputation de quelqu'un de fiable et, en même temps, d'absolument implacable lorsqu'on le trahit. Mon nouveau bureau dans le Financial District faisait le double de la taille de celui que je partageais avec Fred et comptait déjà 3 employés pour répondre à la demande croissante de clients qui venaient précisément pour ma capacité à protéger les intérêts des entreprises. Tu es devenu presque une légende, me lança Hélène lors d'un déjeuner dans le même restaurant où Sarah avait avoué sa trahison, un lieu choisi exprès pour symboliser à quel point ma vie avait changé. 4 confrères m'ont déjà demandé comment tu as réuni des preuves aussi complètes sans éveiller de soupçons, et 2 clients potentiels ont expressément voulu travailler avec moi parce que je suis l'avocate qui a aidé Nathan Richardson à faire tomber l'épouse infidèle et l'associé malhonnête. Mais la plus grande surprise fut ma rencontre avec Bruna Walsh, procureure fédérale qui avait travaillé sur le dossier de Fred. Elle m'a contacté pour me féliciter de la qualité des preuves remises aux enquêteurs. Bruna était tout ce que Sarah n'avait jamais été, brillante, éthique, financièrement indépendante et sincèrement impressionnée par mon intelligence stratégique, au lieu de s'en sentir menacée. Beaucoup de gens qui découvrent une trahison réagissent par la colère et prennent des décisions impulsives, me dit-elle dans un café après l'audience de condamnation de Fred. Toi, tu en as fait un véritable cours d'investigation minutieuse et de planification stratégique. C'est, à vrai dire, très attirant. Notre relation s'est développée naturellement au fil des mois, fondée sur le respect mutuel et des valeurs partagées, l'exact opposé de la dépendance financière et de la manipulation qui avait marqué mon mariage avec Sarah. Bruna appréciait mon sens du détail et ma manière de planifier chaque étape. C'était précisément ces qualités que Sarah trouvait étouffantes, mais que Bruna voyait comme des signes d'intelligence et de fiabilité. J'adore la façon dont ton esprit fonctionne, me dit-elle un soir alors que nous planifions un week-end dans le Vermont. Tu penses 3 coups d'avance et tu évalues tous les angles, ce qui me fait me sentir en sécurité, pas contrôlé. Le contraste ne pouvait pas être plus flagrant. Pour Sarah, mon côté organisé signifiait ennui et contrôle. Pour Bruna, c'était la preuve que j'étais quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour construire un avenir solide. Dans une délicieuse ironie, toute cette amère expérience avec Sarah et Fred se transforma aussi en une opportunité d'affaires inattendue. 3 hommes différents me contactèrent via Hélène pour me demander de l'aide afin de rassembler des preuves contre des épouses qu'ils soupçonnaient d'infidélité. Hélène éclata de rire en commentant, sans le vouloir, tu t'es créé un créneau de marché. Désormais, les maris trompés voulaient engager l'homme qui avait démasqué son épouse au point qu'elle dut fuir l'État. J'hésitais encore à savoir si j'allais transformer cette activité parallèle en une activité officielle quand Sarah fit sa dernière tentative désespérée pour revenir dans ma vie. Elle envoya un message par l'intermédiaire du bureau de Jennifer, espérant sans doute contourner les blocages que j'avais mis en place sur tous mes canaux personnels de communication. Dis à Nathan que j'avais tort sur tout, disait le message. Je sais que je ne mérite pas le pardon,
mais j'ai besoin qu'il sache que le perdre a été la plus grande erreur de ma vie. Fred ne s'est jamais soucié de moi comme Nathan l'a fait, et j'ai jeté le seul véritable amour que j'ai jamais eu. Je lus le message 2 fois, puis je l'effaçai sans répondre. Parce que la femme qui avait planifié de m'incriminer pour violence domestique afin de voler mon entreprise ne méritait même pas la satisfaction de savoir que ces mots étaient arrivés jusqu'à moi. Commentaire Monsieur Reddit. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes pensent pouvoir manipuler la vie comme un jeu et toujours en sortir gagnante. Au final, Sarah a découvert qu'on ne gagne pas aux échecs quand on ne réalise même pas qu'on joue contre un stratège professionnel.